Alors en fait, ce matin, on a surtout entendu parler de fibre. Bon, c'est un sujet que je connais assez bien, même très bien, en tant que président de CETIX, qui conçoit et développe des réseaux FTTH dans maintenant une quinzaine de pays. Tout à l'heure, on parlait de business model en Europe. C'est vrai que quand on travaille, par exemple, au Canada, on est surpris de la différence avec la France. Et en fait, il y a aussi beaucoup de points communs. Et puis, en tant qu'entreprise aussi, on commence à avoir des projets 5G. On en a un peu comme la proportion là, des tables rondes. Et puis aussi, en tant que président du Credo, donc le Credo, c'est une association qui rassemble les experts fibre optique d'une centaine d'industries françaises. Le Credo s'intéresse aussi à la fibre, puisqu'on vient de sortir une note, justement, sur le FTTH et la 5G, qui explique bien qu'il faut éviter de faire des raccourcis un peu trop simplistes. Donc en fait, FTTH et radio, fibre et radio, fil et sans fil, tout ça, ça fait l'objet des télécommunications depuis au moins plus d'une centaine d'années. Alors en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on vit une explosion de la production de données, et on vit une explosion de cette transmission. Et en fait, d'un gadget, les infrastructures numériques, qu'elles soient radio ou fixes, elles sont devenues un outil vital pour la société moderne, avec un souci grandissant de qualité et de pérennité. Il y a 5 ou 10 ans, je n'entendais pas parler de qualité de réseau. Aujourd'hui, tout le monde se rend compte que c'est important et qu'une notion comme l'expérience client, dont on va parler tout à l'heure, est un sujet très, très important. En fait, c'est très simple, il n'y a pas d'opposition entre le fil et le sans-fil, entre la fibre, la radio, le satellite, la 5G. C'est un ensemble qui permet de traiter la transmission des données. Donc les organisateurs que je remercie, Jacques, Marceau, Laurent, ont rassemblé 4 experts que vous avez ici pour vous parler du sujet et essayer de remplir le temps un peu d'avant le déjeuner, n'est-ce pas? Et donc, vous avez donc Gilles Brégant, qui est à ma droite, là, qui est le directeur général de l'Agence nationale des fréquences, Sébastien Kayser, qui est le directeur général business développement de Mozarc, et qui va aussi vous expliquer Mozarc, Thierry Boinon, qui est le président de Nokia France, donc je ne présenterai pas Nokia, et puis à distance, et j'espère qu'elle est connectée, et sinon je demande à la technique de le faire, Sandrine Lafont, qui est l'experte télécom du CNES, et qui bien évidemment va vous parler de satellites. Donc pour commencer, Gilles, pouvez-vous ou peux-tu nous parler de ce bien commun, tout à l'heure on parlait des poteaux, on parlait des appuis, là on va parler d'un bien commun qui est le spectre radioélectrique. Comment l'aménager pour les usages numériques et quelles tendances, aussi comme on en a parlé il y a un instant, des fréquences millimétriques et au-delà. Donc Gilles, vous avez, si on peut, 5 minutes, si tout le monde tient 5 minutes, derrière on pourra faire un deuxième tour sur un sujet qui va vous s'intéresser aussi, j'en suis sûr. Merci Richard, bonjour à toutes et à tous. Donc oui, on a beaucoup parlé effectivement de fibre ce matin et on a même parfois comparé les fréquences à la fibre noire. En réalité, le sans-fil aujourd'hui joue un rôle très important dans le haut débit, dans le très haut débit. Et ce rôle va croître tout simplement parce que on voit à l'Agence des fréquences des ruptures en train de se créer dans l'usage du spectre. Donc l'Agence des fréquences, évidemment, elle suit très près ce qui se passe sur la 5G. Elle le suit en autorisant jour après jour tout simplement les émetteurs 5G en France. On a déjà 25 000 émetteurs 5G autorisés depuis le lancement du déploiement, c'est-à-dire depuis moins d'1 an. Ça fait pratiquement 43% des émetteurs en France qui reçoivent une capacité d'émission 5G. C'est extrêmement rapide. Et on a aussi la possibilité de faire des mesures de champ. Et cette année, on va faire 10 000 mesures de champ à la demande des particuliers ou sur notre propre choix pour justement voir l'évolution de l'exposition liée à la 5G, puisque vous savez que la 5G a parfois suscité quelques inquiétudes parmi nos concitoyens. Donc on a vraiment ce contrôle de la 5G, mais l'Agence des fréquences est aussi tout un pan de préparation de la suite. Et le spectre, effectivement, est un bien commun. Le spectre est un bien commun qui est partagé aussi entre les pays, parce que les fréquences traversent les frontières.
Et finalement, le point d'orgue finalement à la préparation de la 5G, pour nous, il a été donné en 2019. Il y a des conférences mondiales des radiocoms qui ont lieu tous les 4 ans, qui ont lieu au niveau mondial. Et les fréquences à libérer pour la 5G, on les a fléchées en 2019 en Égypte. Et finalement, aujourd'hui, il y a effectivement les fréquences basses qui sont connues depuis longtemps, qui sont les fréquences antérieures, 4G, 2G, 3G. Il y a aussi la fréquence 3,5 giga qui est en train d'être déployée en France par les opérateurs mobiles. Il y a la fréquence 26 GHz qu'on qualifie un peu abusivement de millimétrique, qui est en préparation, qui est en test. Il y a des tests actuellement, et on en parlera, je pense, dans les jours qui viennent, qui permettent de valider le dispositif. Et le gouvernement envisage de lancer la vente via l'ARCEP, peut-être à partir de 2023, qui vont faire beaucoup plus de débit. Mais on a aussi préparé en 2019 deux autres bandes de fréquences qui sont encore au-dessus, jusqu'à 66 gigas, donc des bandes qui sont cette fois-ci vraiment millimétriques, avec de grandes largeurs de bande. Et qui dit grande largeur de bande dit très grand débit. Donc la 5G a déjà beaucoup de bandes de fréquences qui sont prêtes. Un chiffre, aujourd'hui les opérateurs mobiles se partagent à E4 environ 600 MHz. Avec la bande 3.5, on a mis sur la table 320 MHz de plus, c'est-à-dire qu'en fait on a augmenté le patrimoine de fréquences et le patrimoine de débit des opérateurs de pratiquement 50%. Le potentiel de la bande 26 GHz, c'est 4 GHz. Donc en fait, ça risque de multiplier par 4, en l'occurrence par 5, en fait, le patrimoine des opérateurs. Ils ont aujourd'hui 0,9 GHz, ils auront demain peut-être de l'ordre de 5 GHz, ce qui fait quand même des capacités qui sont considérables. Donc le très haut débit, dans les fréquences, il est prêt. Deux ruptures importantes qui rendent ça possible. La première rupture importante, c'est effectivement les antennes actives qui ont permis d'utiliser les bandes millimétriques en terrestre, donc les antennes actives qui sont utilisées aujourd'hui en bande 3.5 en 5G, qui permettent d'utiliser de manière beaucoup plus rationnelle les fréquences à faible portée pour pouvoir adresser les téléphones les uns après les autres très très vite comme des spots en quelque sorte. Et ça rend possible l'usage de bandes de fréquences hautes qui étaient pour l'instant surtout utilisées en satellite. Et l'autre aspect qui est très important, l'autre rupture qu'évoquera peut-être Sandrine, c'est en fait la baisse de coût pour l'accès à la troisième dimension et notamment à l'espace. Donc entre la baisse de coût pour tout ce qui est troisième dimension, donc c'est-à-dire en fait les drones et aussi l'espace, et puis les antennes actives sur le sol, ça veut dire qu'on a aujourd'hui des bandes de fréquences qui permettent d'avoir du très haut débit et qui vont effectivement compléter la fibre partout où c'est nécessaire, c'est-à-dire partout où en fait on a des zones blanches, partout où on a aussi besoin de vitesse, parce que rien ne se déploie plus vite que des fréquences. Ce n'est pas la peine de faire du génie civil pour déployer des fréquences, ça va très très vite. Et c'est la grande force de ce système. Et effectivement, pour l'instant, maintenant, on travaille aujourd'hui, depuis le lancement de la 5G, nous on travaille en amont au niveau international sur la 6G, puisque la genèse en fait, de chaque génération pour la recherche de fréquences, on recherche les fréquences pour N+1 pendant qu'on déploie N. Donc aujourd'hui, on travaille sur la 6G. La 6G, c'est des fréquences qui sont encore plus hautes, au-dessus de 100 GHz, qui permettront d'avoir du très haut débit et vraiment une articulation complète entre les émetteurs du sol et les émetteurs d'en haut, c'est-à-dire les émetteurs des drones de haute altitude ou les émetteurs des satellites de constellation. Et en réalité, c'est ça la 6G qui va arriver plus tard, c'est-à-dire quelque chose qui va être une expérience complète avec vraiment une articulation entre la deuxième dimension des antennes relais et tout ce qui se situe au-dessus de nos têtes. Merci beaucoup Gilles et merci finalement d'avoir respecté le timing. C'est très impressionnant. Alors après donc cet exposé sur le paysage, il y a on va passer à l'autre bout de la chaîne et l'exposé sur l'expérience client. Et donc Sébastien Kayser va nous parler d'expérience client. Pareil, 5 minutes, essayez de respecter pour tout le monde. Merci Sébastien. Bonjour à tous. Alors, quelques mots d'abord de Mozarc pour situer. Effectivement, je suis à l'autre bout de la chaîne. Mozarc, c'est une entreprise internationale qui est la fusion de trois entreprises. Une en France qui s'appelle COSI,
une autre en Inde qui s'appelle Fimetrix. Toutes deux ont une même activité historique. Et une troisième qui est Consustel à Singapour et aux Philippines et qui est spécialisée dans tout ce qui est in-building services avec du déploiement de DaaS dans des grands hôtels. Notamment, nous exploitons, déployons et faisons évoluer celui du Marina Bay Sands, qui est le flagship de Singapour quand vous entrez avec le casino, etc. Et qui est un formidable terrain de jeu pour le reste de nos activités, puisque nous accompagnons régulateurs, entreprises, pouvoirs publics de par le monde autour de ces questions d'expérience client, expérience numérique client. Et comme le disait tout à l'heure Vincent Garnier, derrière la fibre, il y a au final le device et cette expérience qui est absolument déterminante. Alors, nous éditons des logiciels, nous produisons de la data et nous conseillons aussi bien les opérateurs, les équipementiers, les entreprises sur différents secteurs autour de l'amélioration de cette expérience client. Alors, avec ce panorama très international, puisqu'on travaille dans plus d'une trentaine de pays, certains un peu exotiques, en Afrique, en Polynésie, et puis d'autres sur des positionnements très différents, avec des compétitions féroces, par exemple entre Singapour, Dubaï, Doha, où vous pouvez imaginer que chacun cherche à attirer les talents. On trouve une constante, c'est cette qualité de l'expérience numérique. Et elle transcende les réseaux, elle transcende les technologies. La recherche, c'est la latence, la stabilité, l'accessibilité, l'ubiquité permanente aux services numériques qui doivent être fournis. Chacun y va de la city la plus smart, les services les plus importants. Et on voit aujourd'hui une interaction toujours plus forte entre la qualité d'expérience du réseau, donc on peut parler de la QoS d'un côté, mais aussi de la QoE, c'est-à-dire vue du device, et la variété de devices qu'on peut avoir, et l'applicatif, c'est-à-dire comment sont construits les applicatifs aujourd'hui, et comment ils interagissent avec cette partie réseau pour fournir la meilleure expérience possible. Et on voit surtout que c'est devenu absolument déterminant dans la performance économique des entreprises. C'est déterminant pour les opérateurs télécoms qui ont généralement une dizaine d'applications les plus utilisées et qui font la réputation de l'opérateur au final et qui font le churn, puisqu'il faut certes téléphoner, mais il faut des applications au top. Et on voit que les paramètres réseau sont déterminants dans l'expérience applicative. Et c'est déterminant pour les OTT, des Netflix, des Prime. Nous, on travaille beaucoup avec Disney+, avec Sony Live, qui est un des grands concurrents de Netflix en Asie, sur quelle est la meilleure stratégie de placement de leur CDN, quel est le meilleur réglage fin de leur applicatif pour exploiter au mieux les conditions réseau suivant les pays. On parle ici de nouvelles donnes, nouvelles ambitions, on parle de territoire, on parle... Et le panorama qu'on en a, en particulier avec les régulateurs de tous les pays, c'est que tous parlent de confiance numérique, mais tous n'en ont pas tout à fait la même définition. Il y a un point commun, très clairement, ça va être la performance des réseaux fournis, leur latence, leur stabilité. On n'est plus que dans la bande passante. On démontre très clairement que, au-delà d'une certaine limite, la bande passante ajoutée par utilisateur pour un service est sans effet. Il y a des effets de palier, et qu'après, on va sur des réglages beaucoup plus fins des réseaux. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, par exemple, en France, et aujourd'hui, la question du digital responsable, du digital sustainability est vraiment au cœur des réflexions. Ce n'est pas forcément le cas dans d'autres pays. Je pense notamment aux Émirats arabes unis, où là, le régulateur, par contre, devient le régulateur de l'expérience numérique. Donc il se dote d'une approche complémentaire à celle qu'on peut voir plutôt sur les outils de digital sustainability, mais il se dote quand même d'une approche sur l'expérience numérique in fine fournie aux Émirats, et par contre partage la même préoccupation de fracture territoriale. Et très étonnamment, ils ont des grosses préoccupations sur la couverture dans les déserts ou ce genre de choses, ce qui n'est pas forcément la chose qui était la plus intuitive pour moi au départ quand j'ai commencé à travailler avec eux. Voilà. Merci beaucoup. Et c'est très clair et ça avait bien complété les deux exposés dans ma tête un peu généraux pour présenter le paysage du monde du sans fil au sens large. Et donc on va passer à deux exposés plus pointus. Donc le premier, c'est d'un grand industriel international, Nokia, avec donc Thierry Boinon, pour nous parler finalement de sa vision de ce grand industriel et surtout aussi, bien évidemment, de la 5G. Donc, comme tout le monde, vous avez 5 minutes. Merci. Très bien. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette opportunité de
de présenter un peu notre vue et l'évolution. Et donc, effectivement, entre les fréquences et les usages, il y a un peu les infrastructures. C'est le domaine qu'occupe beaucoup Nokia. Toutes les infrastructures d'ailleurs, hein, parce que la question est un peu plus posée ici sur la partie radio et les infrastructures radio, mais on est un grand fournisseur aussi bien des câbles sous-marins que des infrastructures fibres et des terminaux et de ce genre de choses. Enfin, pas les terminaux câbles, hein, pas les terminaux mobiles. Alors la première chose que je voudrais dire sur ce sujet, c'est que c'est un débat qui est intéressant parce que pour certains d'entre nous qui étions là il y a quelques dizaines d'années dans les télécoms, le débat se posait déjà entre la radio, non pas sur la 5G, non pas sur la 4, mais sur la 3. Et pour ceux qui étaient là, effectivement, au début de la 3e génération, où pour la première fois on a vu de la vidéo sur un mobile, certaines personnes commençaient déjà à dire « Oh bah si on met la vidéo sur un mobile, sans doute que la connexion fixe va complètement être abandonnée. » Ça, c'était dans les années 90. Et on ne parlait pas de fibre à l'époque, on ne parlait surtout pas de FTTH, OE et toute la déclinaison des FTTX, mais on parlait bien effectivement de la vidéo et du haut débit. Peut-être pas du très haut débit, mais déjà du haut débit dans cette configuration-là. Et certains commençaient à dire qu'effectivement, le mobile allait sans doute tout remplacer. On voit bien que 20 ans plus tard, ce n'est pas le cas. On voit bien qu'effectivement, la connexion fixe aura toujours des avantages par rapport à une connexion mobile pour de multiples raisons. L'efficacité, l'usage et tout ça, même si on fait des efforts et des améliorations extrêmement conséquentes avec toutes ces nouvelles technologies dans la 5G de première génération, la 5G de 2e génération, la 6G effectivement sans doute dans le futur. Mais même aujourd'hui, on voit bien qu'il y a beaucoup plus de choses qu'on peut faire sur la fibre qu'on ne peut faire sur les interfaces radio, quelles qu'elles soient. Alors, en complément sur un autre point et peut-être une autre anecdote, et par rapport à la qualité d'usage effectivement dont Sébastien parlait avant, je pense qu'il y a quelque chose par exemple qu'on ne fait pas du tout sur le mobile aujourd'hui, c'est le jeu. Le gaming, mais vraiment les jeux avec grande intensité. Et c'est effectivement pas un problème de débit, c'est un problème de latence. Et donc, on sent bien qu'on est à une transition aujourd'hui sur les infrastructures, non plus pour augmenter la bande passante. On peut multiplier effectivement le nombre de connexions qu'on va faire en parallèle et autres, mais le grand enjeu de la 5G et le grand enjeu qu'on a, c'est effectivement d'avoir des performances du réseau, des temps de réponse qui sont effectivement minimum. Et pour avoir ces temps de réponse minimum, on va avoir besoin de toute façon de fibrer et d'utiliser la fibre presque jusqu'au point final. En fait, ce qu'on voit, c'est que chacun d'entre nous, on utilise très peu maintenant d'objets connectés à l'Internet sans qu'ils soient sans fil. Tous sont sans fil. Les télévisions sont sans fil, les mobiles sont sans fil, les ordinateurs sont sans fil. Ils les utilisent de toute façon. C'est plus le last mile, c'est le last mètre, mais il est de toute façon sans fil. Par contre, il faut que la fibre soit partout, et non pas seulement pour la connectivité, mais même pour la gestion. Parce qu'on le voit bien aussi dans les architectures et dans les infrastructures, plus on va aller vers le développement de ces nouvelles générations, dont la 5G, plus les infrastructures sont virtualisées, plus les fonctionnalités sont dans le cloud, et plus en fait le réseau va être géré aussi bien son développement, sa sécurité, ses performances que les applicatifs. Tout va être géré dans des réseaux virtualisés qui vont nécessiter de plus en plus de connexions. Je crois que c'était la première table ronde qu'on en parlait effectivement ce matin, où on disait que les fonctions, les applicatifs sont de plus en plus dans le cloud, et que ça génère beaucoup plus de demandes de connectivité, que cette connectivité, elle a besoin d'être fixe, mais elle a besoin aussi d'être mobile. Enfin, le dernier point dont on ne parle pas forcément beaucoup, on en parle beaucoup, mais que je voudrais mentionner ici, c'est la connexion avec le monde industriel. Ce dont on parle beaucoup de 5G, et on voit beaucoup de marketing B2C dans la 5G. En fait, pour l'usager que nous sommes, déjà la 4G apporte énormément de choses. Oui, on peut télécharger un film
en 3-4 fois moins de temps quand on est sur un quai de la gare, et on a fait des expériences avec Sébastien dans d'autres vies sur ce sujet-là. Mais l'usage vraiment de la 5G, il sera sur les objets connectés, sur l'industrie 4.0. Et pour effectivement pouvoir faire ça, je crois que tout ce dont on parle de qualité de service, c'est là où effectivement c'est important. Quand on commence à avoir des robots qui dialoguent directement avec des infrastructures et avec des applicatifs, l'humain n'est plus là. Et donc forcément, il faut que les machines puissent disposer d'infrastructures très complémentaires. Tous les robots vont devoir se déplacer, donc tous les robots pratiquement dans le futur devront avoir des capacités de connexion wireless, que ce soit 5G, Wi-Fi avec des codes spéciaux. Mais dans ce monde-là, il faudra absolument que la fibre et la 5G soient complémentaires. Merci beaucoup Thierry. Et alors maintenant, on va faire un exercice technique. On va essayer de parler satellite à distance. Alors la technique me dit que ça va marcher, et vous regardez, extraordinaire, hein, vous voyez, le numérique, ça marche. Donc vous avez 5 minutes, hein, comme tous vos camarades. Merci beaucoup, Sandrine. Allez-y, hein, parlez. On n'entend rien. Est-ce que c'est bon ou pas? C'est bon. D'accord. Donc, je vais parler effectivement satellite. Alors, on a beaucoup parlé ce matin de la connexion pour tous et du défi que représente la connexion des foyers et des professionnels les plus complexes à raccorder. Donc, c'est bien parce que le satellite, c'est exactement son domaine d'usage et donc ça devient plus facile de parler du satellite quand les problèmes de masse commencent à être derrière nous et qu'on s'occupe de la connectivité à 100%. Le besoin est clair, on en a parlé aussi. Le satellite est là et pour y répondre. Quelles sont les actualités dans le monde satellitaire cette année? C'est assez riche, il faut bien le dire. Donc, il y a eu début 2021 la commercialisation des offres sur le nouveau satellite Connect. Alors, un petit cocorico, puisque depuis ce matin on parle de French Model, sur ces technologies. C'est des technologies massivement françaises avec des contributions européennes évidemment, mais sur l'ensemble de la chaîne, le lanceur, le satellite, l'opérateur et le fournisseur d'accès qui en l'occurrence est Nordnet, une filiale d'Orange. Le seul petit regret, c'est sur les terminaux où on n'a pas d'industrie française encore pour l'instant, mais voilà, l'industrie française est à plus de 50% positionnée sur le marché accessible commercialement à la concurrence dans le monde. Donc c'est vraiment une position extrêmement forte, notamment des fournisseurs de satellites. Donc le French Model à l'export dans le domaine satellitaire, on y est déjà. En termes de performance de prix, ces dernières offres, rapidement, ça fait du 100 mégabits par seconde en illimité avec un quota priorisé, puisque vous savez que sur le radio, on a toujours des conflits d'accès à 150 gigaoctets. Pour un prix normal de 60 € par mois et avec une offre pour ceux qui s'abonneront avant septembre qui est à 40 € par mois. Bon, voilà, juste pour situer globalement avec un prix de parabole qui est de 300 € et qui est subventionné par le guichet de cohésion numérique des territoires, par l'État à 150 € et là-dessus se rajoutent des aides régionales pour les régions qui les ont mises en place. Les offres précédentes, elles sont toujours là et elles sont toujours pertinentes. C'est des offres qui démarrent à 30 ou 50 mégabits et qui peuvent démarrer à 20 € par mois. Ce qui fait que les gens, les foyers et les professionnels ont un choix entre des performances et des prix différents selon leurs besoins. Tout le monde n'a pas besoin, comme on l'a évoqué récemment, de 100 mégabits chez lui pour avoir accès à Internet et faire ce qu'il a besoin de faire avec. L'avantage aussi énorme de Connect, c'est de rajouter de la capacité disponible en orbite sur la France. On a quand même eu ces dernières années des limites de capacité disponibles avec des saturations sur certaines régions qui ont été handicapantes pour les utilisateurs et qui ont bloqué certains nouveaux abonnements. Donc Connect rajoute 10 gigaoctets en orbite, 10 gigabits par seconde en orbite, à la capacité existante qui est autour de 15 et Connect VHTS qui est prévu en 2022-2023 va rajouter 80 à tout ça.
ce qui fait que les problèmes de contention par manque de capacité en orbite sont derrière nous aujourd'hui, et ça c'est une très bonne chose. C'est quand même un des gros avancées de Connect et Connect VHTS, qui sont de nouvelles capacités beaucoup plus capacitives que les anciens systèmes. Qu'est-ce que je voulais dire de plus là-dessus? C'est bon. Après, le deuxième sujet qui a été introduit en début de journée par Mireille Clapeau, c'est l'arrivée des constellations. Alors pourquoi? Pour la latence, hein, on a évoqué ces besoins de latence pour les usages pro et notamment cloud. Après, souvent, les besoins de latence sont un peu surestimés, c'est-à-dire qu'entre pas de connexion ou moins d'un mégabit et une connexion avec des dizaines de mégabits et un peu plus de latence, faut faire attention. C'est un moindre confort d'usage, c'est vrai, mais c'est pas forcément un besoin absolu. Et la symétrie dont on parlait pour les visios, elle est respectée pour le satellite, puisque la voie autour satellitaire est relativement importante. Alors, à quel prix ces nouvelles constellations amènent une latence plus faible? Il y a un prix d'abonnement déjà, c'est-à-dire que les abonnements, Starlink est commercialisé sur la France maintenant, les prix d'abonnement c'est 100 € par mois, donc tout le monde ne peut pas se payer ces prix-là. Il y aura peut-être un marché premium pour le satellite qui n'existe pas aujourd'hui mais qui pourrait se mettre en place, mais c'est uniquement ce marché-là qui va être adressé, et puis le marché entreprise. Ça pose des enjeux de souveraineté. Ce sont des systèmes privés, des systèmes américains, donc de disponibilité des liaisons et de confidentialité. Ça pose des enjeux de souveraineté industrielle parce que, en l'occurrence, Starlink est un système extrêmement intégré dans lequel les industriels français auront plus de mal à se positionner, même si par ailleurs ils sont très fortement positionnés sur les constellations aussi. Un problème de soutenabilité dans le temps de ces constellations. On abordera sans doute les problèmes de soucis environnementaux juste après. Mais au niveau des financements, ce n'est pas des systèmes qui sont sereins sur le plan des financements. Donc aujourd'hui, il y a un gros engouement. Elon Musk arrive à énormément lever de fonds pour continuer ses investissements. C'est pas évident que ça perdure. Il y a un fort soutien du gouvernement américain. Ils ont presque 900 millions d'équivalent du plan France Très Haut Débit, qui est le fonds rural d'aménagement aux États-Unis. Donc tout ça, ça fonctionne parce qu'il y a un gros dynamisme financier sur une rentabilité qui est pas assurée aujourd'hui. Hein. Tout le monde se demande si ces systèmes-là vont être rentables et donc pérennes. Voilà. Après, on va sans doute aborder les soucis environnementaux que ça pose. Merci peut-être en effet pour cette transition. Je propose, déjà à distance ça fonctionne, et je propose de faire un deuxième petit tour, juste avant de déjeuner, et puis pour parler finalement de deux questions qui sont à la mode, je dirais, c'est l'impact sur l'environnement et l'impact sur la santé des différents systèmes dont on parle actuellement. C'est une belle expérience client, n'est-ce pas? Et peut-être on peut continuer avec Sandrine. Par exemple, ces satellites, ces constellations polluent-elles? J'entends dire que ça perturbe la météo, qu'on les voit. On entend parler de plein de choses. Alors là, je vous donne 2 minutes pour respecter le timing. C'est un gageur. Merci. Je vais tâcher d'être moins bavarde. Oui, donc ça pose des problèmes différents. Alors de changement météo, je ne pense pas qu'on en soit là. De saturation des orbites, clairement, donc de l'accès aux autres à l'espace. Il y a un nombre de satellites, par exemple, lancés en un an, qui est de 1500, quand il y a eu 5000 satellites lancés depuis le début de l'ère spatiale. Donc on change complètement d'échelle, et en fait les réglementations qui existent et les standards qui existent ne sont absolument pas adaptés à ce changement d'échelle, et donc on a une espèce de fuite en avant, de mise en l'air de constellations dans des conditions qui ne sont pas forcément durables. Il y a eu des problèmes dénoncés aussi par les astronomes d'observation du ciel, qui est quand même la connaissance de l'univers et de nos origines, qui commence à devenir prégnant. Il y a une plainte au COPUOS, qui est le comité de gestion de l'espace durable, de l'utilisation durable de l'espace, bon, ça va être compliqué d'aboutir. Hein. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de réglementation, il n'y a aucun moyen légal au niveau international d'agir là-dessus.
mais ça pose des questions. Ça pose des questions de gestion de débris, de collision en orbite. Sur les 1000 satellites Starlink lancés, il y en a une petite dizaine non opérants. Ça veut dire qu'ils sont incapables de manœuvrer pour éviter un autre. Le risque, c'est un effet en chaîne. Deux satellites se rentrent dedans, polluent toute une orbite et tout le monde se rentre dedans en carabolage. On ne sait pas quelle est la probabilité aujourd'hui. Il y a des études qui sont en cours, mais ça existe. Après, il y a aussi les probabilités de retomber sur Terre. Bon, c'est pas forcément majeur, mais enfin, on ne sait plus les chiffrer aujourd'hui dans les nouvelles conditions des constellations. Il faut savoir que la France est le seul pays à s'être doté d'une loi d'opération spatiale, suivie par le Japon plus récemment. Sinon, il n'y a pas de réglementation. Donc, en fait, une fois que l'autorisation des fréquences est obtenue, si le régulateur, notamment la FCC aux États-Unis, peut discuter pour mettre des contraintes sur les orbites, mais c'est pas si simple que ça. Il y a des pays qui le font pas. Voilà, donc on a vraiment des problèmes de gestion durable de l'espace aujourd'hui. Moi, j'entends des gens experts qui disent est-ce que nos enfants auront accès à l'espace? On se pose la question. Merci, c'est bien inquiétant, mais c'est une perspective qu'on peut avoir. Donc je vais peut-être continuer dans le même esprit, en faisant le tour de table inverse. Donc, je vais donner la parole à Thierry pour parler donc impact sur la santé, impact sur l'environnement de toutes ces technologies, notamment radio. Et toujours en 2 minutes. Merci. On va essayer d'être, même si c'est un grand sujet, effectivement, les problèmes, il y en a un autre sur la souveraineté qu'on a un petit peu évoqué, mais sur l'énergie, il est évident que plus on développe de réseaux, plus on va consommer d'énergie de manière globale. Néanmoins, on est tellement beaucoup plus efficace avec nos nouvelles technologies que à débit constant, à qualité constante, à vitesse constante, on voit que très bien qu'on arrive maintenant à consommer bien moins d'énergie que ce qu'on consommait précédemment. Vous avez peut-être pu voir, on a fait une annonce dans la presse, je crois il y a 48 heures, 3 jours. On s'est engagé avec KDDI en ce moment pour effectivement faire du liquid cooling, on appelle ça, sur nos stations de base qui sont sur les toits, où on les connecte avec des flux d'eau et on utilise la chaleur émise par les équipements pour effectivement chauffer de l'eau de chauffage directement. Donc on commence à être beaucoup plus efficace dans la manière dont on traite justement les consommations d'énergie. Les standards qui sont appliqués effectivement en 5G sont aussi beaucoup plus efficaces. Les fréquences qui sont utilisées ici nous permettent aussi d'avoir beaucoup plus d'efficacité. Donc les engagements sont très forts. Nokia s'est engagé il y a quelques semaines à ce que d'ici 2025, on ait des économies significatives non seulement sur nos propres consommations, mais surtout sur la consommation des infrastructures de télécom. Parce que, évidemment, c'est ça l'engagement qu'on doit avoir dans ce monde, c'est que non seulement les sociétés elles-mêmes commencent à être beaucoup plus efficaces, mais que l'utilisation de nos propres équipements soit aussi beaucoup plus efficace. Et on espère voir cette tendance aller vers 50% de réduction dans les prochaines années, ce qui est énorme et ce qui va nous devoir effectivement des investissements en R&D qui sont des investissements colossaux, mais qu'on commence à envisager. Merci, oui, c'est un autre angle sur l'impact, l'énergie, très important. Et on voit qu'il y a de l'espoir, les choses progressent. Donc peut-être maintenant l'expérience client, vu ces impacts sur l'environnement. Merci, Sébastien. Oui, alors l'expérience client n'est pas directement corrélée à ces questions d'innocuité. Par contre, on a tous vécu, et nous trois particulièrement, ces derniers 18-24 mois autour de la 5G, des débats passionnés et parfois passionnants autour de ces questions. Et moi, ce que je retiens, alors déjà, première chose, en parler avant la NFR, c'est toujours un peu délicat, puisque nous sommes dans le sillage de la réglementation. Enfin, là, je ne parle pas en tant que Mozart, puisque nous observons, mais précédemment, dans mes activités à SNCF, et de manière générale, nous calons aux réglementations et aux contrôles effectués par la NFR. Mais moi, ce que j'irais probablement le plus important, sachant que le sujet de l'innocuité est un sujet très européen, un petit peu américain, mais qui était très politisé,
En Asie, en Afrique, le sujet, ça va être plutôt en Afrique, est-ce que j'ai mon mobile banking? Et donc là, les constellations satellitaires peuvent venir. En Asie, le jeu vidéo, on en parlait, c'est quelque chose de très important, etc. Et puis l'industriel, partout, bien sûr, en tout point, en tout lieu. Moi, je dirais que le premier point qu'on doit retenir de tout ça, sur ces questions d'innocuité, le premier, c'est la pédagogie. Et là-dessus, je voudrais d'ailleurs saluer le travail que vous faites sur les réseaux sociaux, partout, parce que je trouve que c'est extrêmement bien fait. Je pense qu'on a un vrai sujet pédagogique. Je pense que le numérique, aujourd'hui, est indissociable de notre vie et de notre futur. Et je pense qu'il est temps, maintenant, de l'intégrer correctement dans les programmes éducatifs. On fait de la pédagogie au niveau des entreprises, on fait de la pédagogie entre nous, c'est super, mais les générations futures, elles ont besoin de comprendre, et de comprendre la modernité qui va avec, et pas que la théorie physique, qui est certes passionnante, mais Maxwell, c'est une chose, d'accord, mais le quotidien de chacun dans son futur numérique, c'en est une autre, et l'expliquer pour générer des débats qui sont constructifs et non pas des passions caricaturales serait un grand plus. Et ça devrait être probablement c'est vraiment une approche qui, à mon avis, est absolument déterminante dans les années futures. Voilà. Pardon. Merci beaucoup. Oui, c'est encore un autre éclairage et que je partage d'ailleurs comme les précédents. J'entends même des applaudissements. Et donc, on va donner la parole donc, à Gilles Regan. Oui, merci. Enfin, je suis entièrement d'accord avec Sébastien. Je le remercie pour son appréciation. Mais en réalité, c'est vrai qu'on a un vrai déficit de culture, en fait, de culture scientifique en France, de culture sur simplement les fréquences. D'ailleurs, c'est même presque assez caricatural qu'on pose la question de l'impact énergétique et de l'impact même sur la santé, alors qu'on aurait pu la poser aussi sur la fibre. Je suis désolé, la fibre c'est du plastique et ça utilise aussi de l'énergie. C'est du verre. Oui, mais disons que c'est du verre, mais il n'y a pas que du verre. Et d'ailleurs, le verre en tant que tel, c'est aussi de l'énergie, puisqu'il faut beaucoup d'énergie pour pouvoir faire du verre, surtout du verre bien transparent. Donc en réalité, pourquoi on pose des questions effectivement sur l'impact énergétique de la 5G. On n'a jamais posé de questions sur l'impact énergétique de la PS5. On n'a pas posé la question sur l'impact énergétique de Windows 11. Et pourtant, voilà. Donc oui, il y a un impact énergétique sans doute dans les nouvelles technologies. Dans le cas des fréquences et dans le cas de la 5G, il est en grande partie lié aux terminaux, puisque ce qu'on voit bien, c'est que c'est le remplacement prématuré des terminaux qui pourrait effectivement créer finalement un impact écologique. Ce qu'on peut dire en France, c'est qu'en tout cas, le remplacement, pour l'instant, se fait à une cadence très raisonnable. Donc on n'a pas de surinvestissement aujourd'hui du consommateur qui ne se précipite pas sur des téléphones seulement parce qu'ils vont être 5G. Donc le problème ne se pose pas. Sur la question de l'innocuité et disons de fréquence et santé, puisque c'est le thème. Alors d'abord, effectivement, c'est un sujet qui est très européen. Et qui est même assez lié aussi aux pays latins. Et globalement, c'est certain que la France est l'endroit où on fait le plus de tests sur l'exposition du public de loin. On fait des tests, en tout cas à l'agence, sur les vols par mètre ambiant. Donc on faisait jusqu'à présent 3500 tests par an. Cette année, on est à 10 000 tests par an. Ces tests sont gratuits, peuvent être faits sur simple demande sur servicepublic.fr et donc ils sont pris en charge par le financement public, et ils sont postés sur cartoradio.fr, donc c'est tout à fait transparent. Ce qu'on constate quand même, c'est que l'exposition du public en France, en moyenne, dans une ville comme Paris, c'est de l'ordre de 1 vol par mètre. Aujourd'hui, les limites sanitaires à ne pas dépasser varient de 28 vols par mètre pour la FM à 61 vols par mètre pour les fréquences millimétriques de la 5G. Donc plus on monte dans les fréquences, plus on est à 61 vols par mètre, parce qu'on restera à 61 vols par mètre sur toutes les fréquences millimétriques, ce qui en fait signifie qu'il y a moins d'interaction avec le corps humain. Paradoxalement, il y a 50 ans, la FM, 28 vols par mètre, ce sont les fréquences qui interagissaient le plus avec le corps humain. Aujourd'hui, on se sert quand même beaucoup moins des fréquences FM pour faire de la téléphonie mobile, donc le problème ne se pose pas. Mais effectivement, on a ce contrôle qui est permanent et on a une agence de sécurité sanitaire qui est l'ANSES, qui fait intervenir des scientifiques parfaitement indépendants et qui ont toutes les qualités en termes de conflits d'intérêts pour éviter justement des conflits d'intérêts.
Donc, et avec des renouvellements réguliers de ces panels, qui fait quasiment un rapport par an depuis que la téléphonie mobile existe en France. Et donc, on a vraiment une surveillance attentive des effets sanitaires. Et nous, en tant qu'agence des fréquences, on a le devoir de vérifier que les normes gouvernementales, les normes qui sont publiées par décret, soient vérifiées. Donc, on est vraiment dans le cadre. On est là pour vérifier ça. Si les normes devaient évoluer, on changerait notre méthode et on vérifierait aussi qu'elles sont appliquées. On a en fait un cadre qui est extrêmement protecteur et qui a été même intensifié pour la 5G, eu égard à tout ce qu'on lisait sur les réseaux sociaux à propos de la 5G. Mais je reviens sur le thème, pour terminer, de Sébastien. Il est extrêmement important qu'à un moment donné, on arrive à donner aux jeunes Français des informations sur ce que sont les fréquences, sur comment ça fonctionne, parce que c'est un peu paradoxal d'avoir des personnes qui finalement maîtrisent leur smartphone dans la cour de récréation dès un âge très tendre et qui ignorent complètement comment ça marche. Il faut qu'on sorte de la pensée magique et qu'on explique, parce qu'en fait, c'est très bien maîtrisé. Merci beaucoup. On partage, je crois, tous ce discours rationnel. Le problème, c'est de le projeter dans un monde où, j'ose pas dire le dernier slogan que j'ai vu, la 4G une balle, la 5G une rafale. C'est horrible. C'est le monde d'aujourd'hui. C'est à la fois horrible, mais c'est sans doute, mais c'est complètement absurde, puisque en fait, d'abord, ça correspond à rien. Il n'y a pas de rafale en 5G en réalité. Ça fait depuis la 2G que des gens nous expliquent que quand c'est numérique, c'est une rafale. J'ai même entendu des gens un jour expliquer que finalement les réseaux numériques sur les fréquences, c'était comme les platanes le long des routes, ça faisait soleil, ombre, ça créait l'épilepsie. C'est absurde, c'est absurde. Les gens qui parlent de ces sujets, regardez leur diplôme, regardez ce qu'ils ont fait dans le domaine et vous verrez avec étonnement que la plupart des gens qui souvent s'expriment dans les médias n'ont aucune compétence mesurable sur ces sujets. C'est étonnant.